Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le mercredi 23 décembre. Vous le savez, tous les soirs de la semaine, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons avec vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV et sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos réactions et vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur Abslam Ziyed. Vous êtes directeur de la recherche et de la planification de l'eau au sein du ministère délégué chargé de l'eau. Merci d'être avec nous ce soir. Hassan Ben Abdelazir, vous êtes cofondateur du cabinet AgroConcept. Et enfin, Abdelrahim Ksiri, président de l'association des enseignants des sciences et vie de la Terre. Vous l'avez tous remarqué, pas une goutte de pluie sur la majorité du royaume depuis presque un mois, quasiment un mois. 47% de précipitations en moins que lors d'une campagne normale. Le risque de sécheresse cette année est donc bien réel. Comment expliquer ce déficit? À quelles conséquences devrons-nous faire face, notamment sur le plan agricole et sur l'économie en général? Avons-nous anticipé ces risques et comment les gérer? Risque de sécheresse, comment s'y préparer? C'est le titre de l'émission de ce soir. La sécheresse, un phénomène dévastateur ou un épisode de manque d'eau plus ou moins long mais suffisant pour que les sols et la flore soient affectés. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire une période de panique. Au Maroc, la pluie tarde toujours à venir. Selon le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, ce décalage a occasionné un déficit pluviométrique d'environ 47% par rapport à une campagne agricole normale, soit un déficit de 60 mm. En revanche, certaines régions ont enregistré de bons niveaux de pluviométrie. Les zones de l'oriental et du sud-est ont reçu suffisamment de précipitations en comparaison avec une année normale. Pour le ministère de tutelle, il reste un espoir de sauver la campagne s'il pleut d'ici la fin du mois de décembre pour se retrouver dans le même scénario de la saison agricole 1994-1995, la saison agricole où la récolte avait dépassé les 80 millions de quintaux. Toutefois, plusieurs facteurs atténuent les effets du retard des pluies, notamment le taux de remplissage des barrages à usage agricole qui se situe à 63%, avec des taux assez importants au niveau des périmètres irrigués. Ils affichent une disponibilité de 8,5 milliards de mètres cubes. Selon le rapport sur la situation des ressources hydriques de 167 pays de l'Institut mondial des ressources, la situation risque de s'aggraver d'ici les 25 prochaines années pour la majorité des régions du pourtour méditerranéen et des pays d'Asie centrale. Le Maroc figure parmi les 33 pays les plus menacé, il vient en 19e place. L'Algérie est classée 30e et la Tunisie 33e. En tête des pays les plus menacés, le Bahreïn, le Koweït et la Palestine. Bien, alors on va essayer de comprendre ce soir, surtout pour les gens qui nous regardent, parce que les gens commencent à s'inquiéter. Voilà, et puis c'est normal, à chaque fois que la pluie tarde, il est légitime qu'on se pose la question de ce qu'il va advenir de la campagne agricole. Alors, il n'a pas plu, on est demain le 24 décembre, il n'a pas plu depuis quasiment un mois, il n'y a pas énormément plu, on a bien vu le déficit qui existe. Est-ce qu'on doit vraiment sonner la tirette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme? C'est vrai que, effectivement, comme il a été mentionné dans le reportage, et comme vous l'avez mentionné en introduction, les pluies tardent à arriver. Donc il y a un déficit, effectivement, ça dépend des régions. Il y a des régions où le déficit est relativement maîtrisé, notamment les régions de sud et sud-est. Les régions de centre, le déficit est avoisine les 50%, et même parfois dans certaines régions, dans le Sebo et le Low-Cost, le déficit atteint les 70%. Alors ce déficit s'est répercuté effectivement sur les écoulements au niveau des rivières. Les apports sont relativement faibles par rapport à la normale. Et effectivement, les apports enregistrés à l'amont, à l'entrée des barrages, enregistrent des déficits en moyenne nationale de 60%. Seulement, cette année, nous avons hérité une situation de l'année dernière qui était une année favorable. C'est vrai que les pluies ont tardé, donc c'est vrai qu'il y a un déficit pluviométrique, notamment dans les zones où les cultures sont des cultures pluviales, mais la réserve au niveau des barrages enregistre des niveaux de stock relativement satisfaisants qui permettra d'assurer les besoins en irrigation des grands périmètres qui sont dominés par les barrages, mais également à satisfaire les besoins en eau potable sans aucune difficulté pour les centres qui sont approvisionnés. C'est vrai, est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Je pense qu'il y a un déficit maintenant.
Et c'est encore prématuré, nous sommes au mois de décembre, la période pluvieuse, elle s'étale du mois de novembre généralement jusqu'au mois de mars. Donc il nous reste encore le mois de janvier, février et mars. Et donc nous espérons que la situation s'améliorera davantage à l'avenir. Mais la situation mérite d'être suivie pour prendre les dispositions nécessaires. Abdelrahim Ksiri. Normalement, comme ça a été dit, le Maroc, pour le Maroc, ce retard, ça nous rappelle un petit peu que notre pays il est au port du désert, avec 65% de désert de superficie globale. Il faut rappeler qu'on est un pays semi-aride quand même. Oui, semi-aride, à plus de 90% de superficies qui sont arides ou semi-arides. En plus de ça, ça nous rappelle aussi la fragilité de nos écosystèmes, parce que les écosystèmes méditerranéens ils sont connus par 4 saisons, et donc les fluctuations sont énormes d'une année à une autre. Et les Marocains, ils ont cette habitude de salat al-istisqa. Donc le retard, c'est inscrit vraiment dans la culture marocaine. Et donc, ça nous rappelle un petit peu, pour ne pas oublier, que le mode de consommation, le mode de production et le mode de vie qu'on a, il ne doit pas absolument bousculer vers le mode de surconsommation et surproduction qui va peut-être nous causer pour certaines années un problème réel, surtout qu'on n'a aucune garantie qu'un cycle de sécheresse ne peut pas aller vers 2, 3, 5 années de suite. Et donc là, vraiment, c'est un rappel, et donc c'est aussi un moment de vérité pour voir et instaurer des systèmes de prévision et de prévention qui soit vraiment efficace. Alors on va y arriver justement, parce que le titre de l'émission c'est comment on s'y prépare. Est-ce qu'on y est préparé? Parce que finalement cette fluctuation des précipitations, c'est quand même un phénomène qui est assez structurel pour le Maroc. C'est pas nouveau, on le connaît. Juste aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, à partir de quel moment on parle de situation pas catastrophique, mais du moins extrêmement préoccupante, et on parle de sécheresse? À partir de quel moment on parle de sécheresse? On parle de sécheresse quand on est dans une situation de réduction des précipitations qui impacte la production végétale directement. Donc, pour le moment, on n'y est pas. Il y a déjà un premier impact. Je ne pense pas qu'on fera la récolte de l'année dernière, de la saison passée, mais moi, je considère qu'il est important. Alors, tirer la sonnette d'alarme dans le sens de commencer à déployer les plans d'action nécessaires pour faire face à cette situation, même si il faut croiser les doigts pour espérer que ça n'aboutisse pas, mais il faut se préparer au pire et espérer le meilleur, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Alors, on est au lendemain de la COP21, on parle justement du réchauffement climatique. Est-ce qu'on est dans ce cadre? C'est-à-dire, bon, le contexte, la médiatisation, on peut se dire qu'on est vraiment dans ce contexte-là, mais est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Quand est-ce qu'on a connu, finalement, les dernières années de sécheresse au Maroc? C'est vrai que la sécheresse, ce n'est plus c'est la caractéristique du climat du Maroc. Hein. Donc c'est pas un phénomène exceptionnel, mais c'est une donnée structurelle de notre climat. Donc le Maroc, il a déjà connu par le passé des années sèches. Donc le Maroc, dans les années 80, il a connu une situation beaucoup plus difficile que ce que nous vivons actuellement. Donc des années sèches successives. Et la difficulté de la sécheresse, qui est une anomalie temporaire. Alors, il est difficile lorsqu'il se prolonge dans le temps. Dans les années 80, nous avons vécu 4 à 5 années de sécheresse successive, ce qui était très difficile. Et puis, dans le début des années 90, nous avons vécu des années 92, 95, 2002, 2007. Des années sèches. Donc, on n'est pas dans cette situation. Donc, ce que nous avons vécu par le passé, c'était beaucoup plus difficile que ce que nous vivons maintenant. Non, nous sommes à la veille. Il y a un retard des précipitations. Peut-être il y a un impact sur les cultures pluviales, ce que nous appelons au Maroc le bourg. Mais nous ne sommes pas dans une situation extrêmement difficile. Si, il faut se préparer, comme on a été dit par le sénateur de Raza. Il faut se préparer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons des indicateurs qui nous permettent de suivre la situation, donc des indicateurs climatiques, des indicateurs hydrologiques, pour suivre la situation hydrique, et en même temps se préparer à préparer les mesures au cas où la situation persiste.
Bon, nous espérons, il y a des perturbations qui vont toucher la région. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un anticyclone qui s'installe dans notre région, notamment la région ouest de la Méditerranée. Il n'y a pas que le Maroc qui vit maintenant. Oui, alors justement, qui c'est qui est touché? L'Espagne aussi, le sud de l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et même le sud de la France. Mais cette situation, nous espérons qu'il va légèrement changer pour la semaine prochaine. Donc il y a une grande perturbation qui va toucher l'Espagne, le Portugal, et il va frôler la partie nord du Maroc. Et nous espérons qu'il y aura l'ouverture d'un couloir et qui pourra peut-être apporter des précipitations au Maroc. Mais il faut se préparer à la situation où il y aura des déficits structurels. Oui, je crois que, comme vous l'avez dit, pour la COP 21, il y a eu un débat très fort sur le réchauffement climatique et les changements, et qui disent qu'ils ont déjà commencé à l'échelle internationale. Et donc maintenant, vraiment, à l'échelle internationale, ce sont des temps plus doux que la normale, même au Canada. Si ça neige au Québec, mais à Montréal, ça fait des années maintenant. Et maintenant, je crois que demain, ils ont un temps encore assez doux. Ce qui est exceptionnel. Donc, ce qui est exceptionnel en fin d'année. Et aussi pour un certain nombre de pays européens, à Paris, pendant la COP, il n'y avait pas eu vraiment de véritables pluies, donc c'était assez chaud. Et donc il y a des gens qui partaient même pour nager au niveau du... Donc ça montre qu'il y a un changement au niveau international. Il commence doucement, mais l'essentiel, c'est que ces perturbations, ils ne sont pas, c'est-à-dire contrôlables, et on ne peut pas les prévoir. Et donc, c'est cette situation qu'il faut. Peut-être que demain, il pourra pleuvoir à partir de la semaine prochaine. On aura une année beaucoup plus meilleure peut-être que l'année dernière. On ne peut pas prévoir. On espère fortement tous. Voilà. Sur l'aspect de prévision, en l'occurrence, il y a un phénomène qui est le réchauffement du courant climatique pacifique, le Niño, qui, lorsqu'il apparaît, induit des changements sur la pluviométrie à l'échelle de la planète, en tout cas. Et effectivement, nous avons un phénomène Niño qui a commencé l'année dernière et qui s'est renforcé cette année et qui, de manière générale, est très corrélé avec les périodes de sécheresse que nous avons connues au Maroc. Le Niño, Ziad a parlé de la sécheresse 81-85, que 5 années de sécheresse successives, c'était 5 années de Niño. D'accord ? Donc on est vraiment... Donc on connaît ce phénomène. On connaît ce phénomène et il est apparu de manière alarmante dès l'année dernière. Il n'y a pas eu les effets massifs parce que l'augmentation de température était restée limitée. Cette année, toutes les mesures qui ont été faites se traduisent par une remontée de température très inquiétante et expliquent les inondations en Australie, les phénomènes extrêmes que connaît l'océan Indien. C'est vraiment... pourquoi ça marche comment ? Simplement, le réchauffement climatique perturbe le fonctionnement des alizés. C'est-à-dire qu'on n'a pas les zones dépressionnaires qui font que les vents transportent et la pluie vers les endroits qui sont requis. On est dans cette situation. Donc, prévisibilité, il y avait des motifs d'inquiétude. Alors quel impact ça peut avoir aujourd'hui? Alors imaginons, j'imagine qu'on envisage différents scénarios de ce qui va se passer. Est-ce que ça peut être sauvé? Je vois l'impact sur la campagne agricole. On sait qu'il y a des cultures qui ont besoin d'eau maintenant. Et que si elles l'ont plus tard, même s'il pleut énormément, ça ne va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, quel impact concret? Alors, si on veut vraiment mesurer l'impact sur le secteur agricole, il faut séparer deux zones qui sont complètement différentes. D'abord, les zones irriguées, qui obéissent aux règles, qui ont accès à l'eau. Nous avons un stock au niveau des barrages. La campagne agricole, elle démarre à partir d'avril jusqu'à août-septembre. Sur ce genre de périmètre,
il n'y aura aucun risque, donc la demande, le stock actuel permettra de subvenir à ces besoins. Alors l'autre partie, c'est la partie qui dépend directement de la pluviométrie. Ce sont les zones où on pratique des cultures pluviales, les zones bourgs. C'est vrai que nous sommes au début, donc il y a un impact sur la campagne. Donc je pense que au début de la croissance, donc les plantes se trouvent dans une situation un peu difficile. S'il pleut à partir de la semaine prochaine, donc on peut sauver, mais on peut dire que déjà donc la campagne agricole sur le plan, je pense culture, bourg, céréalière, on peut parler d'éventuels impacts sur. On n'aura pas une très bonne campagne agricole, même s'il pleut dans les mois à venir. Mais la situation, c'est encore prématuré. Je pense dans 2-3 semaines, les choses vont se clarifier par rapport à la situation de la campagne agricole. Oui, comme ça a été dit dans le reportage, d'ici fin décembre, s'il pleut, on peut sauver. Oui, l'année. Fin décembre, c'est dans 6 jours. Hein. C'est ça. C'est la semaine oui, prochaine. Mais avec toujours une certaine variation, parce qu'on sait que les systèmes agricoles, ils ont une capacité, une marge d'adaptation. Et le problème qui est devenu réel, c'est que les fluctuations, ils sont là. Et le changement de température, ça impacte aussi bien sur la germination des graines, qui est très importante, c'est pourquoi on en parle, mais aussi sur la maturation. Parce que la maturation, elle est liée aux températures et à la variation des températures et à la pluviométrie. Donc, cette maturation, on voit déjà des espèces dans pas mal de pays qui commencent à avoir des périodes de maturation très différentes. Et on sait que ça impacte automatiquement, par exemple, pour le Maroc, pour l'export, ils ont des périodes où ils peuvent exporter, mais d'autres périodes, ils ne peuvent pas exporter parce qu'il y a une préférence à l'agriculture, par exemple, de l'Union européenne, etc. Donc, ce changement de température, il impacte, et c'est pour cela que l'orientation du pays vers tout ce qui est irrigué, c'est avec les serres et tout ça, c'est ce qui permet un petit peu de sauver. Mais la différence, elle est énorme entre les régions. Et c'est là que vraiment l'impact est différent. Lorsqu'on parle des oasis, lorsqu'on parle des territoires de l'oriental ou du sud, c'est pas la même chose que les zones irriguées où vraiment il y a possibilité de rattraper. Donc il y a une situation globale qu'on peut juger, mais il y a une situation beaucoup plus locale et la différence est énorme. Et ça explique un peu la politique qui a été suivie depuis très longtemps en matière de développement des ressources en eau et de l'agriculture irriguée qui est associée. Vu le contexte climatique du Maroc, il fallait garantir un minimum de production à travers le développement de l'irrigation, c'est ce qui est fait, et puis le reste qui est pluvial, donc on essaie de l'améliorer. Aujourd'hui, en termes de terres irriguées, on a combien? On a un rapport? On est à 1 million, 1 400, 1 500, ça représente à peu près, je pense, 16% de la superficie. 8,5. 1,4 million d'hectares irrigués sur 8,5 c'est à peu près, je pense, j'ai à peu près 15 à 16% de la superficie agricole étude qui est irriguée actuellement. Bon, l'effet de la sécheresse, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est si c'est une année, pas de problème. On sait gérer, alhamdoulilah, on a des bonnes réserves. L'année dernière, on a eu une bonne campagne agricole. Les prix sur les marchés mondiaux des matières agricoles que nous consommons sont au plus bas depuis très longtemps. La situation économique du Maroc est plutôt favorable, je veux dire. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter sur cette année. À date d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il faut d'autant moins s'inquiéter, je dirais, que le Maroc a beaucoup évolué. Je veux dire, entre 81 et aujourd'hui, la part de l'agriculture dans la production, dans l'activité économique était plus importante. La dépendance des populations à l'égard des productions qu'ils utilisaient pour se nourrir était beaucoup plus importante. On n'avait pas les mécanismes d'assurance que nous avons aujourd'hui. Nous avons
700 000 hectares qui sont couverts par des assurances qui permettent de redémarrer l'activité. Donc, je crois qu'il y a et effectivement, nous avons une économie qui est très diversifiée en regard de ce qu'elle était il y a des années. Et donc, l'activité économique en situation... du PIB qui concerne l'agriculture. Non, le secteur agricole, malgré les efforts qui ont été faits, reste important dans l'économie du Maroc. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Donc, c'est vrai que nous avons bénéficié de ce que nous avons vécu par le passé pour essayer un peu de travailler sur l'anticipation et la planification et le développement des projets structurants qui permettent d'assurer un minimum de production et d'améliorer la productivité. C'est vrai que maintenant, on privilégie beaucoup plus les solutions qui permettent de réduire la vulnérabilité par rapport aux aléas, mais on ne peut pas vraiment aller jusqu'à dire qu'au Maroc, on a atteint un niveau où on pourrait peut-être se passer de la pluviométrie. La pluviométrie reste un facteur déterminant dans la production agricole, mais nous avons fait une évolution importante par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 80. Alors justement, ça pose la question de savoir, vous parliez de cette année, bon, si c'est une année, il n'y a pas de problème. Comment on peut anticiper, à partir de quand on sait qu'on rentre dans un cycle? Parce qu'on parle vraiment de cycle de sécheresse de plusieurs années. C'est relié au changement climatique. Attendez, non, c'est juste par rapport au cycle, parce que tout à l'heure vous avez soulevé la question du cycle et la relation avec les changements climatiques. Tous les modèles des changements climatiques qui sont utilisés dans le circuit prévoit pour notre région, et le Maroc en particulier, un impact négatif sur les précipitations, avec une tendance à la diminution des précipitations. On le voit au niveau mondial, je donne des chiffres au niveau mondial qui peuvent faire peur quand même. Sur le plan mondial, on s'attend à une baisse significative des précipitations, 7% en 2020, 20% en 2040, 40% en 2080. Mais le plus difficile pour le Maroc... On a déjà connu des effets de changement climatique au niveau de l'apport dans nos barrages et de la pluviométrie. Lorsque vous remontez sur les séries des années 40, 50 en termes de pluviométrie ou en termes de volume déversé dans les principales rivières et fleuves du Maroc, on a une baisse significative. Et les tests ont été faits, j'imagine la DRPE, ils connaissent tout ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est confronté à des vrais problèmes de développer notre résilience par rapport au phénomène de sécheresse et au phénomène de réduction. Si j'ai bien compris, elle a bien augmenté cette résilience par rapport aux années 80. Alors, elle a augmenté, et c'est sur ça que je veux dire, les séquences peuvent être en 81, 82, 83, 84, 85. On a eu des séquences qui ont été assez dramatiques. Hein. Je veux dire, on a une chute très brutale des précipitations. On était dans une économie de dépendance forte par rapport à l'hydraulique pour la production de notre énergie électrique. On était dans une économie où la maîtrise de l'aléa climatique pour la production agricole était moins forte. On était dans une économie qui était moins insérée dans l'économie mondiale. Donc, et on avait moins de secteurs d'activité qui sont relativement autonomes. Et on n'avait pas de mécanismes qui nous permettaient d'aider à la reprise de l'activité. L'enjeu de la sécheresse, c'est la reprise de l'activité. C'est-à-dire que si vous êtes agriculteur et vous perdez toute votre production une année, l'enjeu fondamental, c'est de pouvoir redémarrer, c'est d'assurer l'accès aux semis, aux moyens, etc. Alors, on a commencé à prendre en compte ça, et c'est ce phénomène-là qui explique l'impact macroéconomique du secteur agricole. C'est-à-dire que quand on est dans une mauvaise année, il y a un appel aux solidarités familiales, etc., que le Maroc est d'une urbanisation relativement récente. Il y a encore beaucoup de liens entre le secteur urbain et le secteur rural, et il y a beaucoup de transferts vers la famille qui est restée pour l'aider, et ces transferts-là, c'est autant de moins de consommation et donc autant de moins de croissance économique. Oui. Je crois qu'il faut absolument se rappeler que pour les années 80, l'impact il était beaucoup plus visible à cause des problèmes aussi d'eau potable. Parce que dans le milieu rural, il y avait moins de 10%
d'adduction d'eau potable dans les zones rurales. Et grâce au programme PAGER, maintenant, on est à 97-98%. Et donc, durant ces dernières années, on ne voit plus des gens qui parcouraient des dizaines, une vingtaine de kilomètres pour avoir l'eau. On ne voyait plus ces batailles entre les douars pour un puits. Et donc ça, c'est aussi une évolution qui était très positive. Il y a aussi le bétail. C'est parmi les indicateurs qui montrent la visibilité de l'impact, c'est que le bétail, il y a eu beaucoup de difficultés à avoir de l'eau, mais aussi à avoir de l'herbe pour l'élevage. Maintenant, il y a eu un changement assez important. On est passé d'un élevage extensif à un élevage intensif. Et donc maintenant, on contrôle beaucoup plus l'élevage grâce à on voit partout des usines qui produisent énormément de produits d'alimentation pour le bétail qui permettent un petit peu de ne pas compter directement et uniquement sur l'herbe. Alors en parlant d'eau potable, est-ce que ça a un impact sur la qualité de l'eau finalement lorsqu'il y a un manque de pluie? C'est vrai. Donc, d'abord, avant de parler de la qualité, moi je reviens sur la question de l'eau potable qui a été soulevée par Sexy. Effectivement, maintenant on ne parle plus de problème de potable. Dans le temps, lorsqu'il y avait la sécheresse, le secteur qui était touché directement, c'est l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Au milieu rural, dans le temps, on utilisait des systèmes beaucoup plus vulnérables aux conditions climatiques, des ressources qui ne sont pas vraiment garanties. Maintenant, à travers l'expérience que nous avons vécue dans les années 80, nous avons opté pour des solutions beaucoup plus structurantes, des adductions régionales, des prélèvements à partir des ressources qui sont garanties, à partir des barrages, l'utilisation des ressources souterraines qui sont beaucoup plus garanties et moins vulnérables aux aléas climatiques. Et sur ce domaine-là, il y a une évolution importante. Maintenant, sur la question de la qualité, effectivement, lorsqu'il y a une diminution, la sécheresse, c'est une diminution des précipitations et par conséquent des écoulements dans les rivières. Et lorsque les écoulements diminuent, des nappes phréatiques aussi. Et ça coïncide parfois avec des sources de pollution, comme cette année, une campagne oléicole très importante, avec des rejets des margines dans les rivières. C'est vrai que la qualité de l'eau au niveau des rivières est affectée, et pas uniquement les rivières, même les lacs, les retenues de barrage, et ça affecte bien sûr la qualité de manière globale, et les prélèvements pour l'eau potable. Et parfois, dans certains endroits, les stations... C'est vrai que dans le secteur agricole aussi, heureusement maintenant on n'irrigue pas, on irrigue généralement durant l'été. Mais maintenant, le secteur qui est impacté, c'est la qualité de la ressource et parfois des stations de traitement qui tombent en panne à cause des problèmes de margine. Et c'est un problème sérieux que nous vivons dans des situations de faible hydraulicité qui coïncident avec des campagnes d'extraction d'huile d'olive. Et les gens, malheureusement, ils rejettent directement, malgré les contrôles, malgré les recommandations, ils rejettent directement sur le milieu naturel. Il y a plusieurs problèmes. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue d'impact économique, la situation du Maroc permet de faire face et on a suffisamment diversifié nos sources d'énergie, on a développé de la capacité de génération. Sur le plan économique, notre activité, on s'est beaucoup plus urbanisé que par le passé, donc les effets directs de la sécheresse touchent moins l'ensemble de la population. On a beaucoup investi en infrastructure, que ce soit de mobilisation, de distribution, donc on est, alhamdoulilah. Je veux dire, et je pense que maintenant, il faut quand même faire attention aux implications de notre modèle. Je pense que tu as soulevé. Je pense qu'aujourd'hui, et l'expérience des 40 dernières années, montre qu'il faut qu'on continue nos efforts d'adaptation par rapport au changement climatique, qu'il faut qu'on développe une agriculture plus économe, plus résiliente, qu'on soit beaucoup plus attentif à la protection de nos ressources et aux risques de pollution. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un petit signal d'alarme
Voilà, on a passé des caps importants. Il faut les prendre en compte, et puis ça nous permet de dire que gouverner, c'est pleuvoir. On verra de quelle manière. Non, mais c'est vrai, il fallait qu'on la case, celle-là, quand même. Gouverner, c'est pleuvoir. On verra comment, justement, maintenant qu'on a fait le bilan, quels sont aujourd'hui, de quoi on dispose. On l'a bien dit, on a bien évolué, mais aujourd'hui, pour cette année-là, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir pour bien préparer et anticiper les effets de cette éventuelle sécheresse. On se retrouve après une petite pause. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, on parle de l'éventuelle sécheresse et de la situation hydrique du Maroc aujourd'hui avec le manque de précipitations. Et on a des réactions sur les Twitter. On vous dit qu'il ne faut pas s'affoler, mais les gens quand même se posent des questions, c'est normal. On le disait en début d'émission, Oussama nous dit notamment la sécheresse au Maroc est une catastrophe car le PIB global marocain dépend du PIB agricole. Bon, ça on l'a bien souligné tout à l'heure. Bon, on répète encore une fois ce que vous avez dit dans la première partie de l'émission, qui est que faut pas trop s'affoler, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Aujourd'hui même, il faudra commencer à s'affoler si on a une autre année qui sera difficile. Bien que cette année ne soit pas encore totalement compromise. C'est bien ce qu'on a retenu. J'ai un autre tweet de Mohamed sur Facebook qui nous dit quel sera l'impact sur le plan Maroc vert? A priori, pas d'impact particulier. Je veux dire, le plan Maroc vert, c'est un plan dans lequel le gouvernement marocain et le ministère de l'Agriculture ont mis en place un certain nombre de projets, d'investissements, d'accompagnement des agriculteurs dans leurs investissements, de mécanismes de subvention pour améliorer l'utilisation de l'eau d'irrigation. Donc on a des paquets qui ont été élaborés, et ces paquets-là vont continuer leur chemin. Aujourd'hui, il y a une inflexion du plan Maroc vert pour prendre en compte la dimension réchauffement climatique et pour développer cette résilience. Je pense que cet ajustement est en cours et va continuer. Donc moi, je ne vois pas d'impact sur le plan comme étant une stratégie de développement agricole. Elle va continuer. J'imagine que c'est pris en compte tout ça dans le plan Maroc vert. C'est pas décontextualisé de la situation météorologique et des différents cycles de sécheresse qui sont malheureusement, il n'y a pas de représentant du ministère, mais on peut parler au nom de l'administration de manière générale, comme il a été dit par ces managers. Le plan Maroc vert, c'est une stratégie, et c'est une stratégie qui a été mise pour développer le secteur agricole dans les conditions climatiques du Maroc. C'est vrai qu'il y a deux piliers, un pilier pour l'agriculture moderne, intensive, etc. Et sur cette question-là, je pense qu'il n'y aura pas une incidence parce que ça concerne les périmètres qui sont irrigués de manière pérenne et continue à partir des barrages. Le pilier 1 qui est l'agriculture solidaire, je pense que maintenant c'est encore prématuré pour annoncer la couleur de la campagne. Mais si les conditions persistent, on risque d'avoir des perturbations au niveau de le pilier culture solidaire. Et sur cette question-là, je pense que le ministère, les services du ministère de l'Agriculture, ils sont en train de discuter pour prendre les mesures chacun dans son domaine. Et pour le secteur agricole, notamment le pilier agriculture solidaire, il y aura certainement un programme qui va être annoncé en fonction de l'évolution de la situation. S'il y a des perturbations, donc il y aura certainement des mesures qui portent essentiellement sur accompagner les agriculteurs qui sont dans une situation un peu vulnérable par rapport aux conditions. Oui, je crois que pour le plan Maroc vert, comme pour différents plans sectoriels, parce que c'est aussi le plan d'émergence, les autres plans, tous les secteurs ils dépendent de l'eau, il faut le savoir, de manière directe ou indirecte. Et donc là, il faut absolument une stratégie adaptée et aussi une évaluation de ces plans sectoriels. Et dans ce cadre, les associations, les plus grands réseaux et associations regroupées dans l'AMCDD, l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, qui a participé au COP21, ils ont eu des ateliers avec le ministère de l'Agriculture. Et parmi les choses essentielles, les remarques, c'est que le plan Maroc vert, il a permis un rattrapage des lacunes, il a permis une visibilité, c'est sûr, des mécanismes, mais il doit être évalué, surtout parce qu'il bénéficie un peu plus par rapport aux grands agriculteurs, par rapport aux petits. Et aussi bien pour
le développement, mais aussi pour la résistance. Et là aussi pour l'assurance aussi, parce que la majorité des agriculteurs, ils ont moins de 5 hectares, et donc ils sont très vulnérables. Et aussi parce que même s'il y a des pluies, généralement il y a toujours des zones géographiques du Maroc qui souffrent du manque de précipitations. Et donc c'est un modèle qu'il faut avoir et qui doit absolument intégrer les collectivités locales au niveau des communes, au niveau des régions, pour que vraiment la réactivité, l'accompagnement des agriculteurs et l'assurance aussi bien de l'État que à travers les mécanismes qui existent, mais aussi il faut impliquer aussi davantage le secteur financier pour développer d'autres offres qui sont beaucoup plus fortes et plus diversifiées afin de permettre aux agriculteurs un petit peu de résister et aussi pour les autres, comme j'ai dit, les autres acteurs de la société au niveau des différentes choses qui sont très vulnérables, sont très sensibles. Alors, quelle solution pour cette année? On regarde un sujet de Manal El-Ardari. Une réunion d'anticipation de crise face à une conjoncture difficile. Le ministère de l'Agriculture se montre réactif. Il a réuni le 15 décembre les directeurs régionaux, les offices, le Crédit agricole du Maroc et la Mutuelle agricole marocaine d'assurance. Le département de Aziz Arnouch pourrait bien intervenir pour assister les agriculteurs car il risque d'être impacté par une année faible en précipitations. Les perspectives d'avancement de la campagne agricole et la mise en place de différents scénarios en adéquation avec les besoins qui seront exprimés, 2 points essentiels abordés lors de la réunion du 15 décembre. Rien n'est encore officiel, mais quelques mesures sont envisagées, un rééchelonnement des dettes et un soutien aux éleveurs, sans oublier la mobilisation de l'assurance agricole. Selon la Fédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, il faut un effort à la hauteur de l'enjeu, à commencer par l'encouragement des cultures de printemps. Au Maroc, les ressources en eau vont diminuer de 15% par habitant d'ici 2030 et de 20% d'ici 2040 selon le ministère chargé de l'eau. Les conséquences du changement climatique se font donc de plus en plus sentir non seulement au Maroc mais dans tout le continent, là où plus de 500 millions d'hectares de terre ont déjà été dégradés à cause de l'érosion des sols et de la désertification. Je vous ai vu réagir là, pendant le reportage. Qu'est-ce qui vous a fait tiquer? Non, c'est vrai que le reportage il se focalise sur le secteur agricole, Oui. mais peut-être qu'il faut qu'on se place par rapport à l'ensemble des secteurs usagers de l'eau. Donc je pense que on n'est pas dans une situation alarmiste. Mais on ne doit pas croiser les bras. Il faut qu'on commence déjà à travailler, et choses déjà faites. Donc nous avons déjà entamé les discussions avec nos partenaires pour examiner la situation et faire et prendre les dispositions nécessaires. Donc il y a des dispositions conjoncturelles en fonction de l'évolution de la situation hydrique de cette année. Donc ce sont des situations qui portent essentiellement sur la mobilisation de la ressource qui est disponible pour faire satisfaire les besoins. Alors aujourd'hui, les barrages, ils sont remplis à quel niveau? Ils sont remplis à 63%. Nous avons un stock de 10 milliards. Donc c'est un stock relativement satisfaisant. Donc il n'y a pas de situation un peu... Juste pour concrétiser ça, 10 milliards, peut-être pour vous ça veut dire quelque chose, mais en termes de ça, on parle de combien de mois, combien de mois on peut faire face si on est dans une situation catastrophique? Juste pour comparer, dans les années 80, on est dans une situation de sécheresse, on est arrivé à des remplissages moins de 20%, même dans certaines années à 15%. Maintenant, on est à 63%. Donc ça va suffire pour l'approvisionnement en eau potable des zones qui sont approvisionnées au moins 2 à 3 ans. Et puis la campagne agricole actuelle, donc il y aura, tous les besoins seront satisfaits sans aucune restriction. Et nous aurons la possibilité de démarrer la campagne prochaine dans des conditions favorables, donc pour vous situer. Alors la question se pose aux zones qui ne sont pas vraiment desservies à partir des barrages. Donc la situation, c'est sur cette question qu'on se penche. Et puis également, à examiner système par système, donc la situation n'est pas la même partout dans le Maroc. Donc nous examinons avec nos partenaires dans chaque région la situation des réserves et jusqu'à où on pourrait peut-être aller. Et donc pour prendre des mesures, soit conjoncturelles pour cette année, soit des mesures structurelles qui nous orientent vers des solutions beaucoup plus permanent et beaucoup plus garantissant la ressource, même en situation de sécheresse. La sécheresse, c'est un phénomène qui commence par un phénomène climatique, mais qui a des répercussions sociales et économiques importantes. Donc les mesures
qui sont à envisager, c'est des mesures portant sur la solidarité nationale au profit de ces zones, la couverture du risque de catastrophe et les mécanismes qui aident les gens à redémarrer leur activité. C'est l'enjeu fondamental. Lors de la sécheresse 98, 99 et ces années-là, le gouvernement avait mis en place un plan de lutte contre la sécheresse qu'il avait doté de plus de 10 milliards de dirhams. Il avait prélevé 10 milliards de dirhams sur le programme d'investissement de l'État, sur des mesures d'économie de dépenses et les a injectés pour maintenir de l'activité économique dans les zones impactées, pour s'assurer qu'on n'a pas d'effets irréversibles. C'est-à-dire d'effets irréversibles, des gens qui abandonnent leur exploitation, qui abandonnent leur ville parce qu'il n'y a pas d'eau, qui abandonnent leurs troupeaux parce qu'il n'y a pas de quoi les nourrir ou de machin, et qu'on s'assure de redémarrage. Parce que si on ne le fait pas, on est dans des situations dont les impacts sociaux sont monstrueux. Alors, moi, j'étais récemment en Mauritanie. La société, la grande sécheresse de la Mauritanie, la société a été changée complètement. Pourquoi? Parce que il y a eu 2 ou 3 années de sécheresse successives très graves. La richesse des Mauritaniens, c'était leurs troupeaux. Donc les gens qui avaient les grands troupeaux, c'était les gens qui étaient les plus riches. Ils se sont retrouvés sans aliments et sans eau. Et en situation de sécheresse, de manière très paradoxale, le prix des bêtes diminue et de manière très très forte. Parce que il coûte de plus en plus cher de les nourrir. Et donc, ils ont tous vendu leurs troupeaux à vil prix. On s'est retrouvé avec une recomposition de la société, avec des effets très très importants. De la même manière, au Maroc, on a eu des phénomènes d'exode rural accéléré, avec des effets sur les villes, etc. Donc c'est des phénomènes, les implications sociales et économiques, c'est celles-là qu'il faut traiter. Donc finalement, et il faut le curseur, mobiliser. on l'a bien compris, c'est vraiment cette politique globale avec ce curseur de savoir comment faire redémarrer l'activité, parce que la continuité, c'est là où se pose le problème. Oui, normalement, ces chiffres de 15% et 20% de réduction de la pluviométrie, on sait très bien que ça a été déjà réduit. Et donc, on est passé de 2000 mètres cubes à 700 et on va vers 500 mètres cubes par habitant. Mais aussi, cet impact, il est aussi bien par rapport au national, mais aussi, j'insiste, par rapport au territoire. Et ceci, ça indique vraiment que la gestion des risques doit faire partie intégrante de la politique nationale et territoriale. Il ne faut pas considérer que la mobilisation ne doit se faire que lorsqu'il y a une crise comme celle-là, mais c'est parce qu'on peut avoir une sécheresse, mais cette sécheresse, on peut avoir rapidement des inondations. Et ce qui peut tomber en une année, il peut tomber en quelques heures. Et ça, c'est encore plus grave, parce qu'on perd les routes, on perd toute l'infrastructure d'un territoire donné. Et donc les gens sont démunis. Et le milieu rural, c'est le plus sensible. C'est pourquoi l'orientation royale d'octroyer 50 milliards de dirhams pour le milieu rural, pour son développement, ça doit aller vers cet essai de renforcement des orientations et des actions qui ont été menées. Il y a pas mal d'actions qui sont très positives, mais il reste énormément à faire pour un petit peu diminuer la vulnérabilité de cette population qui reste le point faible du Maroc. On a bien parlé des terres qui sont irriguées, qui ne vont pas poser de problème, vu que les barrages ont un niveau de remplissage satisfaisant. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prévoit, il y a aussi le côté innovation qui permet d'aller vers des choses nouvelles, qui permettent de consommer moins d'eau, je pense à l'encensement des nuages, je pense à des variétés qui demandent beaucoup moins d'eau. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là chez nous? C'est vrai que parmi les mesures qui sont proposées, donc, en termes d'adaptation à des conditions de déficit, c'est la rationalisation, la gestion rationnelle. Donc pendant les périodes où il y a des déficits, donc on privilégie et on sensibilise les gens à consommer moins d'eau.
Et en même temps, en matière de développement structurel, donc c'est toujours les cultures et l'usage les plus valorisants qui sont privilégiés. Mais également, on continue toujours à améliorer en termes de développement de la ressource. Moi, je voulais revenir sur une chose en termes d'impact pour notre région. Il n'y a pas que la diminution des précipitations qui est la résultante de l'impact des changements climatiques. Il y a aussi l'accentuation des phénomènes climatiques extrêmes, les inondations et les sécheresses. On peut passer maintenant dans des situations où on est en train de gérer la sécheresse. Le mois prochain, ça pourrait changer, on devient dans une situation de gestion de l'abondance. Et donc, c'est vrai que par rapport au vécu... C'est-à-dire que des inondations peuvent être encore plus dévastatrices pour l'agriculture qu'une sécheresse. En termes d'adaptation, sauf que ça remplit les ressources. En termes d'adaptation au changement climatique et à travers l'expérience de vécu, donc nous avons accumulé de l'expérience en matière de gestion de ces phénomènes-là. C'est-à-dire on est passé, il a été tout à l'heure signalé par ses adversaires, que l'impact des sécheresses comme ce qu'il a mentionné pour la Mauritanie, nous l'avons vécu dans les années 80, avec un exode rural, avec mortalité des bétails et des déficits extrêmement. On n'est pas dans cette situation. Donc le Maroc, depuis, est passé d'une gestion réactive, c'est-à-dire on attend jusqu'à ce que la sécheresse s'installe et on commence à courir à droite et à gauche. Et nous sommes maintenant dans une gestion un peu plus anticipative, plus proactive, pour essayer de proposer des solutions structurantes qui sont moins vulnérables aux aléas climatiques et qui permettent de réduire l'impact de la sécheresse sur la population et notamment dans le milieu rural, dans des zones vulnérables. Alors je reviens sur l'innovation parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant. On a des chiffres, il y a des expériences qui fonctionnent. Je pense aux Émirats Arabes Unis avec l'encensement des nuages pour provoquer la pluie. Aux Émirats Arabes Unis, en 2010, 4 jours de fortes pluies ont été provoqués par l'encensement des nuages. Ça a apporté l'équivalent de la production de 9 ans d'une usine de dessalement à Abu Dhabi. Donc il y a des choses qui fonctionnent. Est-ce que ça existe chez nous, l'encensement des nuages? Il y avait un plan qui avait été initié par Sa Majesté Hassan II. Depuis longtemps, le Maroc a recouru à cette technique d'insémination artificielle des nuages avec un programme. Voilà. Avec un projet de coopération avec les États-Unis. Donc le Maroc a fait des expériences. Et ça se fait régulièrement? Ça se fait quand? À quel moment on déclenche? Où est-ce que c'est? Et même le Maroc est parti expérimenter ça dans un partenariat triangulaire avec les pays au sud du Sahara, donc pays africains. C'est vrai qu'on peut améliorer, mais on ne peut pas vraiment changer de manière substantielle parce qu'il faut des conditions. Il faut avoir du nuage qui sont un peu là et qui n'arrivent pas vraiment à atteindre un niveau de maturité pour que ça précipite. Au Maroc, donc, il y a eu ce projet-là, donc il y a eu une amélioration de la précipitation, mais ça reste marginal. On ne peut pas vraiment dire qu'on peut pas changer les conditions climatiques du Maroc. L'innovation, elle est, je dirais, globale par rapport à ça. C'est-à-dire que on intervient sur les semences, sur les pratiques culturales, sur les dosages d'irrigation, sur les densités de plantation. Et dans un certain nombre de pays, l'effet climatique a été réduit. C'est-à-dire que les variations de rendement qu'on obtient, sans même les effets d'irrigation, sont très absorbés. Et nous avons dans nos savoir-faire techniques un certain nombre d'outils, enfin le zéro labour, le labour en bande, il y a un certain nombre de savoirs et d'outils qui, malheureusement, n'ont pas encore la diffusion nécessaire pour être très significatifs. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les premières étapes du plan ou du développement de l'agriculture ont déjà été réalisées. On a relancé le secteur de manière considérable. Les niveaux d'investissement ont été renforcés. On a mis en place des programmes d'économie d'eau avec basculer vers la micro-irrigation. On envisage d'utiliser des unités de dessalement, y compris pour l'agriculture, ce qui était inenvisageable d'un point de vue économique.
et qui s'explique aujourd'hui par les progrès qui ont été faits par les agriculteurs. Mais il nous reste encore du chemin et l'approche, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un ensemble de solutions, de pratiques qui font que la production agricole, progressivement, est moins dépendante de la pluviométrie. Et ça, je regardais les chiffres sur le Colorado ou le Texas, qui sont des zones qui sont beaucoup plus arides que les nôtres. Leurs rendements sont relativement stables en regard des nôtres. C'est-à-dire qu'on n'a pas un effet de variation très très forte. Et on sait, le savoir-faire technique pour conduire ces transformations, on l'a. Maintenant, ces transformations supposent de l'éducation, des investissements des agriculteurs, une dose de prise de risque. Il y a des transformations plus sociales et structurelles du secteur agricole qui permettent d'internaliser ce type de transformation. On est sur le chemin. Oui, c'est sûr que la réalité internationale et nationale, elle est la même. Et d'ailleurs, à la COP21, l'accord, parmi les nouveautés, c'est qu'il a vraiment instauré un fonds vert en plus du fonds d'adaptation. Et dans le fonds vert, 50% est dédié à l'adaptation, et surtout dans le domaine d'agriculture en plus des autres domaines. Et ce sont des 100 milliards par an à partir de 2020, et déjà maintenant c'est un peu plus que 60 milliards. Et donc il y a des fonds internationaux qu'il faut absolument chercher à utiliser avec des projets clairs. C'est pourquoi la semaine dernière, le ministère de l'Environnement, il a lancé l'appel d'offres pour, c'est-à-dire il a commencé à travailler sur le plan d'adaptation pour l'élaboration. Ça doit être élaboré un petit peu rapidement pour avoir un plan clair d'adaptation qui touche tous les secteurs et surtout le secteur de l'agriculture. Et ce plan d'adaptation, ça permettra certainement, grâce à une orientation claire, de ne pas d'anticiper et ne pas toujours réagir. Et de ne pas toujours être surpris, parce qu'on sait que les pluies vont diminuer, que les incidents climatiques extrêmes ils vont devenir de plus en plus fréquents. Donc ce n'est pas la peine à chaque fois d'être surpris. Et donc dans ce système-là, il faut absolument que le système de gestion des risques qui est en cours d'instauration, je crois, avec différents ministères, surtout le ministère de l'Intérieur, il faut qu'il soit instauré, il soit opérationnel au niveau de manière beaucoup plus coordonnée. Et comme ça a été dit, il y a beaucoup d'efforts. Il y a d'abord un problème, on le sait, de désertification. Il y a les efforts des eaux et forêts, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument une convergence de toutes les politiques sectorielles et territoriales. Et nous, on a encore ce vrai problème que chaque secteur travaille seul. Et d'abord, on est passé de la gestion de l'offre qui a été une très bonne réussite de la politique de gestion de l'eau. Maintenant, on est dans la politique d'économie de l'eau, mais aussi de lutte contre la pollution. On a un vrai problème de ressources naturelles, et des ressources hydriques. C'est pourquoi la loi 36, le projet de loi 36-15, aussi bien que c'est le projet de loi 10-95 qui était depuis 20 ans opérationnel, qui a donné ses fruits, mais aussi il a montré ses limites. On a montré que sur 20 ans, des textes d'application n'ont pas été promulgués. Donc on ne peut pas se permettre maintenant ce luxe de continuer à ne pas actualiser les lois, à ne pas décréter et faire sortir les textes d'application à temps. Et on ne peut pas se permettre aussi d'avoir une surexploitation dans des zones très sensibles de la nappe phréatique, avec le contrat des nappes qui doit être opérationnel, la police de l'eau qui doit être opérationnelle. Ce sont des solutions intégrées. Que chacun travaille dans son coin. Alors, on est en train justement, depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous êtes expert en la matière, je vous interromps pas et c'est extrêmement intéressant. Mais voilà, il y a des choses, il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place. On voit bien qu'il y a une prise de conscience qui a été faite, mais vous dites quelque chose qui est quand même assez intéressant. Chacun travaille dans son coin. Quand on dit que chacun travaille dans son coin, c'est pas totalement vrai. Donc ça existait. Ça existait dans le temps, effectivement, l'approche sectorielle dans le temps, c'était quelque chose qui dominait, mais il y a eu une évolution en Maroc, donc on travaille maintenant dans le cadre de plans intégrés avec une convergence des politiques sectorielles. Donc les choses ont beaucoup évolué au Maroc et c'est grâce à la convergence des politiques publiques en matière de développement aussi bien à l'amont
au niveau de la mobilisation, la recherche des ressources, qu'au niveau des usagers, que les choses ont beaucoup changé et maintenant, on ne peut pas dire qu'on est vraiment satisfait à 100%, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une évolution énorme en matière de recherche d'intégration des politiques maintenant. Ouais. Je pense que les administrations marocaines ne sont pas cloisonnées comme c'est le cas dans le temps. Il n'y a pas que dans l'eau, hein, finalement la transversalité ne se met pas en place. L'expérience, la dernière fois qu'on a eu à faire face à un événement, ça a été pendant la primature de C. Abderrahmane Yousfi. Et je répète, le Premier ministre de l'époque a fait en sorte que l'ensemble des départements, face à ce qui est apparu comme étant une menace nationale d'importance, faire travailler tout le monde, a obtenu que les budgets des ministères soient rabotés au profit du programme, etc. Moi, je n'ai jamais douté de la capacité des Marocains, face à une situation d'urgence ou de crise, de se travailler ensemble. Et je pense que entre les petites bagarres, entre les petites bagarres qu'ils peuvent avoir, mais sur le fond, pas de problème. Par contre, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point qui me paraît probablement la meilleure préparation qu'on ait à faire, nous, par rapport à ça, c'est ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de l'énergie. De plus en plus, la problématique de l'eau, ça ne va pas être une problématique de mobilisation. On a déjà vu qu'on était aux limites de la mobilisation additionnelle, mais du transport et du dessalement. C'est-à-dire qu'on va être du transport, de la réutilisation des eaux usées et du dessalement. Ça va être les outils qui vont nous créer de l'eau. C'est-à-dire on va transporter des zones excédentaires vers les zones très déficitaires. On va dessaler de l'eau. Et le challenge de l'avenir, il est, ce qui est important, c'est qu'il est énergétique. Aujourd'hui, vous avez besoin de 2,5 à 3 kW par mètre cube en dessalement. Si vous faites du transfert, c'est 2 kW pour transférer. Le projet de transfert de notre ami Ziad, c'est 2 kWh. Si vous faites de la réutilisation des eaux usées, comme à Casablanca, on a des quantités astronomiques d'eau qui sont rejetées dans les hémisphères et qui pourraient valablement être recyclées et réutilisées. C'est quand même 1 kWh. Donc il y a un enjeu aujourd'hui énergétique pour faire face aux problématiques de l'eau. Et cet enjeu énergétique, moi je suis vraiment très optimiste. Je veux dire, d'abord, il y a eu énormément d'innovations dans ce domaine. Aujourd'hui, les éoliennes sont plus productives. Le photovoltaïque, le CSP sont des sources qui sont parfaitement adaptées à notre situation et qui sont devenues compétitives par rapport aux autres sources et qui nous permettent d'envisager des solutions de production d'eau ou des solutions de transport d'eau ou de réutilisation d'eau qui renforcent notre potentiel. Oui, la MCDD et toute la société civile, environnementale, elle remarque avec l'ensemble de la société organisée, elle remarque vraiment avec l'ensemble des acteurs, aussi bien les rapports de l'État comme la grande conférence de la gouvernance qui est sortie avec la remarque essentielle, c'est qu'il y a un problème de convergence des politiques publiques. Et ça, c'est crucial. On a plus d'une trentaine de ministères, c'est un éclatement. Et aussi le positionnement du ministère de l'eau et de l'environnement qui est en bas d'échelle. Et donc, il n'arrive pas à imposer et à vraiment structurer les autres secteurs. On a les conseils nationaux de l'eau, on a les conseils aussi interministériels de l'eau qui ne sont pas réunis pendant une dizaine d'années. Ça pose problème de coordination, ça c'est une réalité. Et le rapport du CSE sur la gouvernance de la gestion de l'eau, il est clair, avec des constats clairs, il a auditionné l'ensemble des ministères des acteurs, et il montre qu'il y a un effort à fournir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une évolution positive. Mais le problème toujours au Maroc, c'est le rythme
Et c'est le potentiel qu'on peut avoir par rapport à la situation dans laquelle on est. Il nous reste une minute, c'est juste pour que... C'est l'indicateur. Lorsqu'on a 45% de points d'eau mesurés qui sont pollués au Maroc, ça, vraiment, c'est un signal d'alarme qu'il y a énormément à faire. Voilà. La question de la gouvernance et la question de la convergence sont des mots-clés pour réussir une politique de l'eau. Et le secteur de l'eau, malgré qu'on parle de ministère en charge de l'eau, le secteur de l'eau, il y a plusieurs intervenants. Et partout dans le monde, on ne peut pas trouver un ministère qui doit s'occuper de tout. Donc le grand problème, c'est au niveau de la convergence de la politique et la coordination entre les acteurs. Et c'est ça la clé de la réussite. Et sur ce plan-là, nous travaillons sur l'élaboration d'un plan qui converge vers les besoins de l'ensemble des intervenants dans le secteur, qui est le plan national de l'eau, et qui propose un mix pour s'adapter aux conditions climatiques et pour approvisionner et assurer la sécurité hydrique. Pour le dernier mot, et juste pour les gens qui nous regardent, j'ai vu que toutes vos interventions étaient empreintes d'optimisme et finalement de sérénité. Donc aujourd'hui, on peut dire aux Marocains qui nous regardent qu'on n'est pas encore aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, dans une situation de sécheresse et qu'il faudra attendre finalement le mois prochain. Donc, on n'est pas dans une situation de sécheresse annoncée, mais il faut rester optimiste et se préparer. Donc nous on a commencé déjà à travailler avec nos partenaires pour présenter la situation par région et prendre les mesures nécessaires si la situation persiste. Donc on n'est pas dans une situation extrême sécheresse, mais il faut rester vigilant et la vigilance est de mise pour... Merci à vous, messieurs, de tous vos éclairages ce soir. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route et je vous dis à demain.